Bien, vous écoutez Négatif, entretien avec Claude Schmitz. On va parler d'un film que j'ai réalisé qui s'appelle L'autre Lawrence. Bienvenue. Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois un invité pour la troisième fois. Bonjour Claude Schmitz. Salut, bonjour. Vous êtes belge, vous avez 43 ans, vous travaillez comme metteur en scène au théâtre et au cinéma et votre premier long métrage, L'autre Lawrence, est à découvrir sur grand écran le 4 octobre. Nous vous avions reçu une première fois en 2019 à l'occasion de la sortie en salle de Braquet-Poitiers, surprenant court-métrage devenu long-métrage, puis une deuxième fois pour Lucie perd son cheval, considéré comme un téléfilm, même s'il est lui aussi sorti en salle comme long métrage en 2023. Alors dans ce qui devient un véritable rituel entre nous, une première question, la même que les deux dernières fois, quel mot pourriez-vous mettre sur ce que vous faites comme activité, métier, profession, occupation dans la vie ? Oula, et chaque fois je ne sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, tu vois, donc je fabrique des films, des spectacles, donc j'invente et je tente de bricoler des récits qui correspondent, me semble-t-il, à des problématiques contemporaines. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Oui, je dirais ça, voilà. Est-ce que vous êtes un pirate ? Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais si je suis un pirate, en tout cas, j'ai fait des films qui étaient des films qui étaient faits avec très peu de sous jusqu'à présent. L'autre Lawrence, il y a un petit peu plus d'argent, c'était des films qui effectivement ont été faits un peu, comme on dit, de façon un peu pirate, et qui ont trouvé après des voies de diffusion plus classiques dans les cinémas, etc. L'autre Lawrence, c'est peut-être autre chose. C'est un film où s'il y a de la piraterie, mais bon, c'est peut-être un peu présomptueux de me définir comme ça moi-même. Mais en tout cas, s'il y a de la piraterie, elle se situe peut-être à un autre endroit, c'est-à-dire justement dans la façon de jouer avec les genres, avec les codes, de m'amuser en fait à triturer un peu les récits en fait dans lesquels on est baigné depuis quelques décennies, on va dire. Donc L'autre Lawrence, on en parle comme un premier long métrage parce que on en parle du point de vue du financement. C'est votre premier long métrage financé comme tel. Donc c'est un film de genre revisité, un polar comique postmoderne situé dans les Pyrénées. C'est l'histoire de deux frères, les frères Lawrence. L'un, François, vient de mourir, l'autre, Gabriel, est détective privé. La fille de François vient chercher son oncle pour enquêter sur la mort de son père. Entre gangs de bikers, narcotrafiquants espagnols, GI américains et flics véreux. Comment François est-il mort ? Est-ce un accident ou un meurtre ? Y a-t-il un complot ? Qui est responsable ? Qui était vraiment François et qui est vraiment Gabriel, son jumeau ? Est-ce que le désir d'un film plus classique est venu parce qu'un scénario est nécessaire au financement d'un long métrage ? Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai imaginé les choses, mais disons plutôt que... c'est sûr que quand on fait un film financé, il faut remettre en général des documents et notamment un scénario avec effectivement une sorte un document qui est plus qu'un document de travail, quoi. C'est un document qui va permettre de financer en fait le film. Mais en même temps, je ne sais pas si le film est classique. Je ne sais pas s'il est si classique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille à déjouer, à travailler avec des codes et des archétypes en fait qu'on trouve dans toute une cinématographie qui a été en fait une cinématographie dont j'ai été dont j'ai hérité, quoi. C'est classique plus dans le sens où la dernière fois qu'on avait parlé, vous n'aviez pas de scénario. Oui, voilà, c'est ça, d'accord. Oui, au niveau de l'écriture, effectivement, c'est effectivement effectivement il y a un truc plus classique parce qu'effectivement il est assez écrit, quoi. Après, c'est vrai que sur des films comme Braquet-Poitiers, Lucie perd son cheval, etc., il y avait plutôt l'idée d'inventer des films au cours de leur tournage. Mais ici, peut-être que justement parce que c'était un premier film financé, parce que c'était aussi un film
Justement qui travaille en plus avec les financements du cinéma. J'avais envie de faire un film qui questionne le cinéma. Donc tu vois, l'idée c'était un peu de quelque part de mettre mettre en jeu en fait justement le cinéma dans ce qu'il a d'archétypal lui aussi en fait quoi. C'est-à-dire de jouer avec des codes, encore une fois, des archétypes, des genres, et d'essayer de trouver quelque chose qui soit transversal, quoi, un peu transgenre, en fait, pour être plus précis. Et donc partir d'un genre qui est celui du polar, ça permettait justement de remettre en cause, d'utiliser ces codes. Oui, après, moi, mon sentiment, c'est que le film, quelque part, il a une sorte de déguisement, en fait, c'est comme s'il avait une sorte de... Voilà, il prenait les formes d'un polar, mais qu'en réalité, pour moi, et dans ce polar, il y a d'ailleurs d'autres genres qui sont traités aussi, enfin traités en tout cas qui sont... il y a des ruptures de style, ça tire vers la série B d'action à des moments, vers effectivement des choses plus burlesques, etc. Mais le film, pour moi, au final, au-delà d'être un polar ou d'être un film de genre, puisqu'encore une fois, il est transgenre, je pense, c'est une sorte de conte, voilà, une sorte de conte contemporain qui raconte comment, en fait, un personnage qui est le personnage de Jade, en fait, c'est cette jeune fille qui va en fait traverser tout le film, va quelque part se libérer en fait d'une sorte de tout un tas de figures qui sont des figures patriarcales et qui va trouver une sorte de chemin d'autonomie, quoi. Et en gros, c'est ce que j'ai souvent pensé, c'est que le personnage de Jade, c'était un peu moi, c'est-à-dire qu'en fait, le film en fait parle un petit peu de la question de l'héritage, et de l'identité, puisque en fait, en gros, quand moi j'étais adolescent, j'étais très très vite nourri par des films qui étaient des films souvent nord-américains, et qui étaient des films qui étaient des films qui étaient soit de série B, justement des films ou des films d'action, des films en fait qui véhiculaient une sorte une idéologie, un rapport au monde particulier, avec des figures archétypales, avec des personnages masculins en général très, très virilistes. Et que pour moi, l'idée de ce film, c'était quelque part de faire une sorte d'arriver en fait à voir ce que j'avais fait de cet héritage-là, puisqu'en fait tous ces films-là, en fait ces films qui pouvaient être des films de Steven Seagal, Chuck Norris, les Top Gun, les premiers Top Gun, le premier Top Gun, des films avec Dolph Lundgren, avec tout un tas de... C'est des films qu'on nous donnait à voir, parce que quand j'étais dans les internats, en fait, les surveillants nous donnaient à regarder des cassettes vidéo le soir, et on a été véritablement gavés de ce genre de cinéma-là. C'est comme ça que s'est constitué votre cinéphilie une part. Donc il y avait des films de Stallone, Schwarzenegger, tous ces trucs-là, et en fait il y a une part de ma cinéphilie qui s'est fait comme ça, effectivement. Mais et après en fait il y avait eu d'autre part en fait. J'ai vu aussi assez jeunes, vers mes 12-13 ans, parce que j'étais dans un autre internat juste avant celui dont je viens de parler, dans un autre internat où il y avait un père jésuite qui était très cinéphile et qui nous montrait tous les mercredis soirs des films en fait d'auteurs européens et américains parfois aussi. Et c'était des films là qui étaient beaucoup plus complexes, quoi. C'est-à-dire qu'ils proposaient une vision du monde plus complexe, et que je pense que quand j'avais 12 ans, je n'étais pas capable de les décoder, mais enfin, mais en tout cas, c'est des films qui m'avaient fortement impressionné, quoi. Je parle de films comme... je sais pas, vers 12 ans, on m'a donné à voir comme ça en grand écran, en 35 mm, des films de Kurosawa. Moi, je me rappelle du film Ran, par exemple, de Kurosawa, où je me rappelle du sang, en fait, beaucoup du rouge.
Mais ça pouvait être des films de Bergman aussi, de Ken Loach. Bon, en général, ces séances terminaient toujours en chahut, et donc les films, on n'allait jamais au bout parce que à 12 ans, c'est pas vraiment le genre d'objet qu'on voulait regarder. Mais en tout cas, je sais que c'est des films qui m'ont marqué, quoi. Et donc, en fait, quelque part, si tu veux, c'est comme si, en fait, en tout cas, sur la période de mon adolescence, il y a eu comme ça ces deux types de cinéphilie qui se sont un petit peu confrontés, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ce cinéma d'auteur, on va dire, qui m'avait été donné à voir assez vite, et puis aussi tout ce qui était des films, on va dire, plus populaires, et qui étaient devant des films américains, qui étaient des films réganiens souvent, des films avec qui véhiculaient une idéologie, un rapport au monde particulier, avec des films très genrés aussi, justement, parce que ça c'est intéressant, parce que souvent les films de genre sont genrés, quoi. Et quelque part, ces deux types de cinématographie-là ont un petit peu constitué effectivement une sorte de bagage, une sorte d'héritage, quoi, qui m'a constitué, quoi. Et donc l'idée n'est pas de dire que forcément tous ces films américains un petit peu plus B étaient achetés, mais évidemment avec le temps j'ai posé un regard un peu plus critique sur ces objets-là. Et en gros, le film, en fait, parle un peu de ça, je pense. Enfin, c'est-à-dire pour un premier film de cinéma financé, j'avais envie de faire quelque part une sorte de se faire se rencontrer. En fait, c'est justement c'est des problématiques qui sont les miennes, en fait, qui ont à voir avec aussi un vrai amour pour le cinéma, et puis aussi, en fait, mais qui est en même temps lié en fait à des films de série B, on va dire des films de classe A, et on essaie de faire rencontrer ces deux choses-là dans un même film, et de voir aussi comment en fait comment il y a eu un moment de la compréhension pour moi un peu plus tard, au début des années 2000, quand j'avais 20 ans, après le 11 septembre justement, enfin on pourra en parler si on veut, mais que ces récits, en tout cas nord-américains, qui étaient véhiculés à travers ces films d'action, étaient voilà, des choses que je pouvais commencer à remettre en question, et dont j'arrivais à décoder mieux en fait le fonctionnement, quoi. Et quelque part le film parle un peu de l'effondrement, en fait, si tu veux, de ces récits-là, de ces récits patriarcaux-là, et donc dans le film, je présente tout un tas de personnages, une galerie de personnages qui sont des espèces d'archétypes, des personnages qu'on a vus 100 fois, 1000 fois, et qui sont pour la plupart vieillissants, quoi, enfin en bout de course. Et donc je parle d'un monde qui est en train de disparaître, et qui fait peut-être place à autre chose, quoi. Et ce autre chose, c'est ce personnage de Jade qui est une forme d'héroïne. Oui, c'est ça, oui. Et donc un peu, c'est alors ce qui est curieux, c'est que le personnage, le protagoniste de l'histoire, c'est Gabriel Lorenz, mais le personnage central, pour moi, c'est Jade. Et en fait, pour moi, le film, dans son évolution, commence un peu comme une sorte d'enquête, en fait, on peut le dire, comme une sorte de polar, et puis en fait, progressivement, il s'enfonce plus vers quelque chose de plus mental, justement, quelque chose qui a à voir avec une sorte de conte, effectivement. D'ailleurs, le film comporte un conte, il y a un conte dans le conte, et puis en fait, comme dans les contes, il y a des objets symboliques qui ont des fonctions précises, et puis il y a tout un tas de figures qui représentent des choses, des archétypes, et qui vont disparaître au fur et à mesure, et laisser peut-être et ouvrir en fait la voie à d'autres récits, peut-être. Voilà. Il y a une forme de roman d'émancipation, en fait, un côté romanesque, et en même temps ce personnage de Jade, c'est une figure qui va s'émanciper à travers le film, à travers ce qu'elle vit, le deuil et la rencontre avec son oncle, et cette enquête. Oui, c'est ça, tout à fait. Après, je pense qu'il y a l'idée aussi comme tu dis, c'est une sorte il y a quelque chose qui a à voir avec l'émancipation, dans le sens où
Pour moi, le film parle, comme je disais, d'identité, d'héritage, et donc et aussi, je pense, lié à la question de l'identité et de l'héritage, il y a les questions des pères, de la figure des pères, c'est-à-dire en fait de la trahison des pères. Puisque je crois que le personnage de Jade, en fait, quand elle vient chercher en fait son oncle pour l'aider à enquêter sur la mort de son père, d'abord son oncle est le jumeau de son père, donc une sorte de double, on pourrait dire. Et en fait, quelque part, ce personnage-là qui devient une sorte de père de substitution, on pourrait dire, en fait, va devenir le double exact, en fait, si tu veux, la reproduction exacte de son propre père. Et au point même que quand les jumeaux se rencontrent, bon là je spoil le truc, mais bon, c'est pas très grave, ils sont identiques, c'est-à-dire il y a vraiment, c'est invraisemblable, quoi. Il n'y a aucune différence entre les deux personnages, ils sont habillés de la même façon, et donc encore une fois on raconte là que d'abord là on n'est pas dans quelque chose de réaliste, qu'on est dans quelque chose qui a plus de l'ordre, qui a plus à voir avec le conte, avec quelque chose d'onirique, et puis aussi que en fait que les pères en fait se reproduisent en fait quelque part, et que la figure du père en fait ne cesse en fait quelque part il n'y a rien à chercher là-bas, c'est-à-dire qu'à un moment il faut laisser de côté, en fait il faut laisser ces tours là s'effondrer, et ça peut-être ça ouvrira à d'autres récits, d'autres voies, quoi. Parlons un peu de l'objet scénario. Comment est-ce qu'on s'y prend pour écrire un scénario de polar ou de film noir, comme c'est plutôt le polar au cinéma, c'est plutôt le film noir? Eh bien, c'est un travail un peu complexe parce que, bon, déjà, quand il y a un polar, il y a une enquête, hein, donc souvent il y a une enquête, il y a et puis il y a des figures, en fait, qui sont des figures archétypales qu'on va retrouver dedans, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être les policiers corrompus, la femme fatale, les truands, toutes ces figures-là vont quelque part devoir se retrouver dedans, parce que ça fait partie des ingrédients presque du polar. Et après, on essaie d'inventer une enquête. Bon, voilà. Donc, alors, c'est un peu un travail un peu curieux, parce que en même temps, le film est une enquête sur la question du genre, comme je le disais tout à l'heure, et puis en même temps, c'est une enquête au sens simple, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faut créer un mystère, il faut arriver à le résoudre. Donc on rentre dans des questionnements qui sont quand même assez rigolos, parce qu'il faut quand même que ça se tienne, quoi. Donc c'est-à-dire quelque part, même si tout ça est complètement invraisemblable, il faut que le spectateur n'ait pas la sensation, en tout cas, que ce soit quelque chose qui ne tient pas la route. Donc voilà, on commence je ne sais pas, à dessiner des personnages, des figures, à se questionner sur des lieux, des topographies. On essaie de réfléchir à la double fonction des choses, c'est-à-dire en fait de créer un territoire, et en même temps ce territoire, comme je disais, voilà, le film, il est en même temps c'est une enquête au sens simple, une enquête policière, et puis c'est une enquête sur le genre. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque fois, en fait, dans les éléments qui sont mis en place, j'essaie d'avoir une sorte de double réflexion. D'ailleurs, la question du double est dans tout le film, partout, la question du double. Mais donc ça veut dire que les objets, donc les lieux, j'essaie en même temps qu'ils aient une fonction simple, c'est-à-dire en fait, une maison, c'est une maison, puis en même temps, j'essaie aussi qu'ils aient une fonction plus métaphorique. Donc c'est un travail qui est un peu sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'en fait on essaie d'allier en fait deux choses pour que en même temps l'enquête fonctionne, et en même temps que la métaphore, le conte, l'aspect onirique de l'objet puisse se raconter aussi, quoi. Voilà, moi je suis pas du tout à la base forcément un amateur de polar, mais bon, je peux en regarder comme tout le monde, hein, et puis j'ai pu lire des trucs, des romans policiers, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément, comment dire, une matière avec laquelle je suis totalement, qui me passionne particulièrement, mais ça m'intéressait en tout cas de mettre en place un territoire et de jouer en fait encore une fois avec ces archétypes qui sont des choses qui me passionnent, parce que quelque part en fait dans les récits qu'on met en place, ils sont truffés de figures qu'on retrouve partout,
en fait, dans des récits même beaucoup plus anciens que ça, quoi. Et puis aussi, moi, la question de... Et puis il y a peut-être aussi autre chose, c'est que moi, ce qui m'intéressait sur cet objet, en fait, quelque part, comme je le disais, qui est transgenre, c'était de réfléchir à la question d'un récit qui soit aussi baroque. C'est-à-dire, en fait, au sens littéral du terme, c'est-à-dire, en fait, et même au sens étymologique, c'est-à-dire quand on dit que le baroque est quelque chose de étymologiquement biscornu, c'est-à-dire, en fait, un récit qui n'est pas forcément, qui est fait de rupture, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, on se retrouve avec des ruptures de style, avec des choses qui vont amener des contrastes, qui vont amener des surprises, qui vont en fait continuellement en fait dérouter en fait quelque part le spectateur. Donc en fait c'est aussi au sens propre une sorte de polar qui fait des sorties de route, quoi, en fait, quelque part. Et pour moi, le grand modèle derrière tout ça, en fait, au niveau de l'écriture du scénario aussi, je peux le dire, ça reste venant du théâtre, Shakespeare, qui pour moi, quelque part, là, une sorte de grande matrice, en fait, qui comporte tout un tas une façon de raconter des histoires qui justement est baroque. Et ce qui me plaît, par exemple, beaucoup chez Shakespeare dans l'écriture de ses pièces, c'est que justement, c'est des récits qui sont très décomplexés, quoi, au niveau du mélange des genres. C'était une époque où la question de la cohabitation, par exemple, du tragique et du burlesque, du grotesque et du drame, enfin toutes ces choses-là étaient tout à fait évidentes. On se posait pas ces questions, enfin, on catégorisait pas les choses de la façon dont on le fait aujourd'hui, par exemple dans le cinéma. Et ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que je trouve que, encore une fois, ça répond à des questionnements qui, j'ai l'impression, sont contemporains, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve aujourd'hui dans une société où justement on questionne beaucoup la question du genre et au sens large. Et bizarrement, dans le cinéma, justement, on est encore assez en fait, conservateur à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, on reste calé sur la question, sur des genres. Et en fait, dès qu'on essaie de triturer un peu le genre et de travailler sur des choses qui sont un peu... Enfin, qui transgressent les codes d'un genre ou qui vont inclure au sein du même film plusieurs genres, entre guillemets, c'est perçu bizarrement, quoi. C'est-à-dire que le spectateur n'est pas vraiment habitué à ça. Et dans Shakespeare, par exemple, c'est quelque chose qui cohabite de façon absolument... de façon évidente, quoi. Voilà. Donc c'est ça pour moi, c'est resté une source d'inspiration très importante. En fait, véritablement dans la façon d'écrire, d'inventer, de raconter, quoi. Est-ce que vous êtes parti d'un scénario plutôt classique et ensuite vous êtes allé créer ces digressions, ces changements de rythme, ces changements de genre à l'intérieur du récit, dans la construction la plus technique du scénario? Je pense pas, dans le sens où je suis pas sûr que en fait, bizarrement, je crois que mon esprit est un petit peu tordu à cet endroit-là, à la base, c'est-à-dire que il y a pas de, j'essaie pas de volontairement de tordre les choses. J'ai l'impression que naturellement, en fait, il y a quelque chose où encore une fois, peut-être que c'est mon héritage, comme ça a aussi à voir avec justement des choses que j'ai beaucoup aimé chez un auteur comme Shakespeare. En tout cas, j'ai la sensation de façon assez naturelle, de passer de la comédie, au tragique. C'est pas des choses que je vais placer après coup, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait. J'essaie de réfléchir à la fonction de personnage et de voir comment, par exemple, ils vont, quelle fonction ils vont avoir en fait dans le récit. Bon, par exemple, si on prend les deux policiers. Les deux flics un peu véreux de l'histoire, ces deux personnages qui ont une fonction particulière. C'est-à-dire et ça correspond justement à quelque chose qu'on retrouve chez Shakespeare. Ils ont presque un statut le statut que peut avoir des bouffons, en fait, ou une sorte
de fou, quoi. C'est en fait des personnages qui en fait vont avoir un regard sur la narration qui va être un regard presque critique, parfois ironique. C'est comme s'ils allaient prendre en charge en fait des thématiques du film, mais en le traitant sur un autre mode. Bon, il y a un exemple précis, c'est toute la scène, par exemple, qui se retrouve à la Jonquera où Jade et Gabriel en fait comment dire, il y a une scène de confrontation sur la question de l'adultère. Eh bien, passé cette scène, on retrouve les deux policiers et en fait, eux aussi vont avoir en fait une sorte d'embrouille autour de la question de l'adultère, mais qui est, elle, traitée sur un mode plus burlesque, quoi. Et donc, en fait, pour moi, la cohabitation de ces deux scènes, c'est comme si on avait une variation sur le même thème, mais qui était mais donc le fait que les policiers soient placés juste après cette scène dramatique désamorce en fait celle qu'on vient de voir, quoi. Et pour moi, c'est important d'avoir ces soupapes là. C'est comme si en fait j'avais besoin de dire au spectateur chaque fois, oui, mais tout ceci n'est qu'une histoire. C'est un récit. On est en train de vous raconter quelque chose. C'est un jeu sur la question de la représentation, quoi. Et ces personnages même peuvent avoir des fonctions encore plus méta, même dans le film, puisque à un moment, un des policiers va clairement dire on est dans un mauvais film, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un mauvais film. Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il critiquait la narration qu'on était en train de le film auquel on était en train d'assister, quoi. Et c'est les choses qui me plaisent, parce que en fait c'est toujours c'est un jeu avec le spectateur. C'est en fait de dire au spectateur non, mais bien sûr tout ça n'est qu'un film, et en fait le sens du film était à chercher ailleurs que dans le premier degré de l'histoire. C'est pas l'enquête au sens policière n'est pas le plus important. Le sens se situe sans doute ailleurs. Le générique de fin, par exemple, est un autre exemple. Bon, là, si je raconte tout ça, on peut spoiler. De toute façon, j'imagine que les gens qui écoutent jusque-là se seront intéressés au film. Mais quand Rodolphe Burger se lève à la fin du film pour jouer de la guitare et qui y a un travelling arrière, voilà, qui est visible. Vraiment, l'idée, c'est de sortir de la narration et encore une fois, de dire au spectateur que oui, bien sûr, tout ça n'est qu'une histoire. Vous sortez du cadre plusieurs fois, quoi, jusqu'à ce travelling arrière qui sort, qui décadre, qui sort du cadre. Ouais. Et qui pour moi est c'est un jeu avec la question du récit, de la narration, de la représentation. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Après, je sais que c'est des choses qui déstabilisent parfois un spectateur, parce que, encore une fois, c'est pas tellement des procédés dont on a tellement l'habitude en fait dans le cinéma aujourd'hui. Mais pour moi, il y a des grands... voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Voilà, et qui n'empêche, à mon sens, pas l'émotion, qui n'empêche en rien une aventure cinématographique. Mais par contre, elle met le spectateur à des endroits... comment dire ? C'est-à-dire que parfois, il y a des effets de distanciation, quoi. C'est-à-dire que le spectateur, parfois... est remis à sa place de spectateur, et c'est ce que je trouve très bien, c'est-à-dire ne pas être complètement happé par le film. Il n'est pas dans un état de fascination, mais il peut passer d'un état un état qui est plus distancié, en se disant tiens, oui, il y a ce jeu plus malicieux, on va dire, avec la question de l'objet film qui est en train d'être voilà, avec ce qu'il est en train de voir, quoi. Voilà, après moi, les cinéastes qui m'intéressent sont des gens qui font ce genre de choses-là. Je veux dire, par exemple, David Lynch a fait ce genre de choses. Il y a le générique de fin de Inland Empire. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est vrai. Il y a tout le casting qui revient sur le plateau. Il y a une espèce de fête qui est organisée avec le générique de fin. Enfin, c'est des choses que je trouve... Carax aussi et Carax aussi, exactement. Dans le dernier... Mais oui, tout à fait. Carax est quelqu'un qui joue avec ce genre de choses, et qui, effectivement, travaille avec la question du récit et n'arrête pas de le tordre et de jouer avec la question de la représentation, ce que je trouve toujours passionnant, quoi. Mais ils sont rares, en fait, les cinéastes qui le font. Est-ce que vous aviez le risque, peut-être, d'être seulement dans le pastiche du genre et de ne pas raconter une vraie histoire avec l'ambition romanesque dont on parlait En fait, c'est toujours un risque. Bon, alors ça, c'est encore une fois, c'est pas à moi de juger si ça... Pour finir,
c'est un pastiche ou pas. Mais moi, j'ai la sensation que j'ai quand même essayé de ne pas être cynique, c'est-à-dire en fait, en gros, de donner une sorte d'épaisseur au personnage et de faire en sorte qu'ils puissent exister, qu'on puisse avoir un rapport émotionnel à eux, quoi. Parce que sinon, on serait que sur un jeu un petit peu intellectuel avec ces archétypes, alors que je pense que pour le faire correctement, pour que ce jeu puisse exister, il faut quand même qu'il y ait un phénomène en fait, quand même simple en fait, qui est un phénomène d'identification, un endroit. Enfin, donc voilà, mais c'est plus une sorte de jeu subtil entre ces deux aspects-là, quoi. En fait, oui. C'est l'effet de distanciation dont je parlais. Mais j'espère que le film peut se regarder aussi comme un film qui déroute à certains moments, mais qui n'empêche pas néanmoins d'avoir un rapport avec les personnages, une émotion avec les personnages, quoi. C'est-à-dire le pastiche. Bon, voilà, j'ai quand même enfin, comment dire. La blague pour la blague ne m'intéresse pas, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, il y a plutôt un rapport parfois ironique aux choses. Mais en tout cas, le cynisme, pour moi, c'est quelque chose que, de manière générale, je n'aime pas et que j'essaie d'éviter à tout prix, quoi. C'est en fait, c'est pas se placer au-dessus des choses, quoi. C'est au contraire parce que c'est trop facile, en fait, quelque part, de réduire, en fait, toute cette cinématographie, même cette cinématographie un peu B, à juste des caricatures. C'est aussi quelque chose qui m'a constitué et je ne peux pas le rejeter d'un bloc, quoi. Donc j'ai essayé quand même de faire en sorte que chaque personnage ait sa densité, une épaisseur. Voilà. Après, le parcours de chacun là-dedans. Mais c'est compliqué parce que si tu veux, quand on parle de ça, c'est comme... pour moi, c'était quand tu fabriques un film, les personnages sont des abstractions, en fait, à la base. Il n'y a pas de... Ils n'existent pas. Donc à partir d'un moment où je décide d'appeler un personnage Gabriel Lawrence, par exemple, c'est un acte un peu arbitraire, en fait. Et c'est une drôle de chose de faire ça. Parce qu'après, il y a des gens qui, en projection, vont dire « Oui, mais c'est dommage, j'ai senti que ce personnage-là, pourquoi il ne lui arrive pas ça et j'ai de la pitié pour lui ou de la compassion pour lui. » Et évidemment, moi, je l'ai fabriqué l'objet, donc je sais que il n'y a pas ce personnage n'existe pas en dehors des plans que j'ai agencés. Donc, pour moi, le film... quand je fabrique un film ou un spectacle, je fabrique des supports qui sont des supports à imagination, quoi. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, c'est de faire un objet qui puisse à un moment dialoguer avec le spectateur, et le spectateur, il met ce qu'il veut. Comme disait Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau, quoi. C'est-à-dire que voilà, moi, mon questionnement, il n'est pas au même endroit que le spectateur. Donc voilà. Donc je trouve ça intéressant quand les gens me parlent de Jade ou de Gabriel, de ressentis qu'ils peuvent avoir par rapport à ces personnages-là, mais pour moi, ça restera toujours des êtres abstraits. Dans cette revisitation de figures passées, de mythologie, presque comme au sens de Roland Barthes, et de genre, on a un scénario qui est presque proche de ce que peut faire Tarantino. Est-ce que pour vous, ça a été une référence, un modèle comme Lynch dont vous parliez ? Non, pas vraiment, en fait, en réalité. Il y a des choses qui m'intéressent chez Tarantino, ça c'est évident, mais c'est pas véritablement quelqu'un auquel j'ai pensé à l'écriture du film. Moi, j'ai plutôt pensé à pour ce film-là, il y avait des films comme... après, par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup de Tarantino qui est Jackie Brown, par exemple. Enfin, particulièrement celui-là, parce que ce aussi, c'est un film noir. Et qui a aussi tout un tas de figures archétypales dans le film qui sont justement mêlées à une sorte d'intrigue.
et que pour finir, il arrive à créer des personnages qui sont quand même très forts. Et puis surtout, ce film-là, je trouve qu'il a une émotion toute particulière, je trouve. Et aussi avec des personnages vieillissants, si je me rappelle bien. Donc ça, peut-être j'ai pu y penser, mais enfin bon. Mais ça n'a pas été ça n'a pas fait partie des références premières. En fait, je pense que plutôt moi, j'avais plutôt en tête des films comme un film comme The Long Goodbye, qui est un film de Robert Altman, ou un film comme L'Ami américain de Wim Wenders, qui est un film qui joue aussi avec tout le rapport entre l'Europe et les États-Unis, en fait, ce rapport étrange que nous avons avec l'ami américain, justement. Il y avait des films comme Lost Highway, enfin encore une fois devant David Lynch, etc. Mais ouais, je pense que ça fait partie des films, je pense, qui étaient peut-être plus importants pour moi, je pense. J'essaie de réfléchir s'il y avait d'autres choses, mais enfin il y en a sûrement plein, mais en tout cas ceux qui me viennent, c'est ça. Mais puis par exemple par exemple le travail sur l'image, tu vois par exemple tout ce qui est l'ami américain, encore une fois, de Wenders, ça a été une sorte de référence. On a beaucoup discuté avec Florian Berrouti, mon chef opérateur, parce qu'il y a parce que c'est Robbie Muller qui avait fait la photographie de ce film, et il y a un rapport à l'image, en fait, si tu veux, la façon où les choses sont éclairées, aux nuits, qui est absolument magnifique dans ce film. Enfin, c'est une photographie assez extraordinaire. Et bizarrement, je pense qu'il y avait aussi des films de Douglas Sirk qui m'ont intéressé. Tu vois. Plutôt des mélodrames. Oui, les mélodrames, ouais. Il y a un côté un peu mélo comme ça dans le film aussi, par certains aspects. Mais aussi dans la lumière, on avait pas mal pensé à ça avec Florian. C'est le côté complètement irréaliste, en fait, des éclairages des films de Douglas Sirk. Justement, ces lumières très saturées. Voilà, on a très, très éclairé, quoi. On sent que vous êtes totalement éclaté sur l'image. Oui. Vous avez exploité à fond l'esthétique du film noir, du polar, des sources très colorées, saturées, des contrastes forts à la fois dans les couleurs et dans les zones lumineuses, et des textures qui bavent. Ah oui, c'est quelque chose que moi, d'abord, moi je suis très sensible à la question de l'image, mais avec Florian aussi, on réfléchit toujours encore une fois, justement, au traitement de l'image, comment on va filmer, quelle sera la caméra qu'on va utiliser, quelles seront les optiques. Vous avez toujours utilisé la même caméra ? Oui, c'est la même caméra. Ouais. C'est la fameuse iconoscope. Voilà, c'est la même caméra. Qui est une caméra qui nous a pas lâché pendant le tournage, et heureusement, parce que on aurait été bien emmerdés, mais parce que en gros il y a pas, enfin, si elle nous lâche, on peut pas la réparer, donc c'est compliqué, mais elle a tenu, et puis mais voilà, encore une fois, c'est une caméra qui a peu de définition, et sur laquelle on avait rajouté des optiques anciennes, et qui en fait cassent continuellement le signal numérique, et qui donne une texture à l'image, en fait, et puis des flares, en fait. Il y a des flares assez hallucinants dans le film, qui sont un peu qui sont arrivés comme ça parce que tout d'un coup c'était ces optiques là sur cette caméra là, etc., et qu'on a gardé parce qu'on trouve ça beau. Et puis au-delà d'être beau, il crée aussi l'atmosphère un peu, encore une fois, onirique du film. Et puis encore une fois, et puis comme c'est une caméra qui a peu de définition et qui est peu sensible, il fallait éclairer, quoi, donc la nuit. Et donc là, on a évidemment pris le parti de travailler sur des éclairages artificiels, mais qui soient assumés, quoi, donc des nuits très bleues, des éclairages au néon, enfin des choses qu'on retrouve dans les films noirs ou néo-noirs, en fait, pour être plus clair. C'est des films des années 70. Qui étaient presque des revisitations du film noir. Voilà. Comment est-ce que vous avez abordé le casting, la constitution de
des incarnations de vos personnages? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie de réfléchir à faire des espèces d'ensembles qui soient quelque part assez hétéroclites, c'est-à-dire avec des gens qui viennent d'horizons assez différents, qui proposent des textures de jeu, qui proposent des imaginaires différents, des langues différentes aussi. Parce qu'il y a de l'espagnol et du français et de l'anglais. Et de l'anglais, ouais. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait, encore une fois, dans un objet baroque, que j'aime être baroque, il y a quelque chose où effectivement on sent, il y a des contrastes, quoi. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu. Donc on a cherché le duo principal qui est constitué d'Olivier Rabourdin et de Louise Leroy. Louise n'avait jamais joué, donc ça s'est passé par des castings. On a trouvé Louise, on va dire. Et puis Olivier, je l'avais déjà vu jouer dans quelques films. Et il m'intéressait aussi parce que c'est un acteur qui a fait du théâtre aussi à une certaine époque. Il a fait le Nanterre les Amandiers. Il a joué Shakespeare notamment, justement. Et puis donc je pensais que c'était un acteur qui a un registre assez large, enfin même très large. Enfin, il peut quand même faire tout. Et qui était aussi capable de comprendre la question de la dualité, ce côté un peu hamlétien du personnage. Et puis il y avait aussi ce physique aussi qu'il a, et qui est un physique qui évoque un peu quelque part les acteurs en fait français d'une époque un peu plus ancienne, quoi. Donc moi je pensais à des Jean Gabin, des Lino Ventura ou des Bruno Kremer, enfin des espèces de personnages qui avaient un peu des acteurs qui avaient un peu des physiques de boxeurs, un peu comme ça, et qu'on retrouve plus trop dans le cinéma aujourd'hui, et qui incarne quelque chose, quoi, une sorte de vieille France comme ça. Et ça j'aimais bien. Et puis avec Louise qui elle aussi a un physique, d'abord qui est une actrice très forte, mais qui a aussi par ailleurs ce physique un peu particulier qui aussi évoque aussi une autre époque, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle faisait penser à Brigitte Bardot, des trucs comme ça, mais je trouvais que c'était un duo qui fonctionnait bien, qui était un peu hors du temps, comme ça, atemporel. Et après, autour de ça, il y a une galerie de personnages. Donc il y a les Hells Angels de Perpignan, qui est le MC Bushido, qui est un club affilié aux Hells Angels, qui sont des gens qu'on a rencontrés, qui sont des gens super, qui n'avaient jamais joué. Il y a des vieux complices comme Marc Barbet, Thibaut Van Den Bor, des gens qui avaient déjà joué dans mes précédents films ou spectacles. Francis Houtens, donc qui joue... Francis, ouais, le fameux Francis, qui joue dans tous mes films, que j'ai mis en duo avec Rodolphe Burger. Qui est donc, un peu comme Louis Serra chez Albert Serra. Oui, tout à fait, oui, on me l'a déjà dit, tout à fait. Et c'est vrai, tout à fait, c'est exactement. Oui, c'est vrai. Alors voilà, j'adore Francis, il n'y a rien à faire, donc pour moi, il faut toujours qu'il ait une place dans les films. Et là, donc je l'ai mis en duo avec Rodolphe Burger, qui est quand même qui est un musicien, guitariste, fondateur du groupe Catonoma, et qui et je trouvais que ce duo était assez dingue. Ça, c'était une idée de la directrice de casting, Chris Portier de Bel-Air, qu'il avait vu jouer en concert un jour ou deux avant qu'on le rencontre. Je raconte n'importe quoi, c'était pas un jour ou deux, bref, soit. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de fonctionner comme ça en inventant des duos, des groupes. Voilà, il y avait avec des expériences de jeu différentes. Oui, des expériences de jeu différentes. Kate Moran et Edwin Gaffney pour les Américains. Kate, j'avais déjà travaillé avec elle aussi. Les Espagnols, toute une sorte de travailler en fait par groupe et de réfléchir à des unités en fait qui allaient en fait être mis ensemble, mis en relation, et qui allaient
je l'espérais créer des étincelles, quoi. Et moi, j'aime beaucoup mon casting. Est-ce que le fait d'avoir un scénario plus écrit ou le fait d'avoir même juste un scénario, ça a changé votre manière de dialoguer avec vos acteurs à la fois lors des potentielles répétitions que vous avez pu faire ou sur le plateau tout simplement? Bah oui, ça a changé des choses dans le sens où, bon, déjà sur un film comme celui-là, on est sur un rapport au temps qui est pas le même que sur. Enfin, à la fois, on a plus de temps que sur des films que j'ai fait avant, mais en même temps, on a moins de temps parce que, en fait, il y a plus de choses à faire et que les choses sont plus complexes. Et donc, alors moi, j'avais dit aux acteurs très vite, mais vous faites ce que vous voulez parce que moi, donc le scénario, moi, je l'ai écrit avec Kostia Testu, donc qui est réalisateur et scénariste de formation. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Quelqu'un de super, avec qui c'était très, très agréable de travailler. Puis mais sur les dialogues, ça c'est vraiment moi qui m'y suis collé, quoi. Sauf que je n'aime pas les dialogues. En fait, il y a quelque chose qui me dérange toujours là-dedans parce que j'ai l'impression que je vais lisser en fait la pensée et la parole des uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait un auteur, quand il écrit. Si j'écris pour un biker, ou si j'écris pour un policier, ou si j'écris pour une jeune fille, une très jeune fille, ça va toujours être mon imaginaire en fait que je vais coller en fait à ces personnages, et j'ai l'impression que je passe à côté forcément de la singularité ou de l'imaginaire des gens qui vont l'incarner, quoi. Donc je dis toujours aux acteurs, les dialogues sont juste des lignes de conduite et ils n'ont pas besoin d'être restitués tels quels, ils peuvent être complètement modifiés, changés. Et ça a été le cas sur Et ça a été le cas. Alors curieusement, ça dépendait en fait. Par exemple, pour les deux policiers, Francis qui sont joués par Francis et Rodolphe, la plupart du temps, c'était de l'improvisation pure. Mais aussi parce qu'ils avaient une fonction particulière dans le film, justement un peu comme des électrons libres, quoi. Et pour les autres, ça dépendait des scènes, ça dépendait. Et souvent les acteurs, en fait, bizarrement, me disaient tiens, non mais la scène est bien écrite, ça va, ça nous convient comme ça, quoi. Bon, alors moi je leur disais non mais vraiment, vous voulez pas changer les choses, n'hésitez surtout pas. Mais souvent les choses ont été gardées. Alors parfois on modifie un petit peu avant de tourner. Après, il y a des scènes qui sont complexes. Donc, si on se retrouve avec une scène de table avec 8 personnes, c'est compliqué de partir en improvisation totale, ou alors il faudrait plusieurs caméras. Mais à partir du moment où on travaille avec une caméra, on est un peu obligé de garder une sorte d'organisation qui permet que les choses soient... parce qu'il y a certaines informations qui doivent passer. Et c'est ça la difficulté aussi quand on fait un film d'enquête ou enfin, un polar, quoi, c'est qu'il y a forcément il y a des infos qui doivent passer, voilà. Donc il faut que ça se soit dit, sinon on ne va pas comprendre plus tard. Donc voilà, c'était une sorte de négociation avec tout ça, quoi. Je pense que oui, en fait, quelque part, les dialogues ont été plutôt respectés. Parfois, j'en étais un peu frustré parce que je me disais non, en fait, on aurait pu éclater plus les choses. Mais au final, je trouve que ça se tient pas trop mal. Voilà. Après, c'est toujours le danger. À partir du moment où en fait, on écrit quelque chose, en fait, quelque part, et que les gens le lisent une première fois, en fait, ils ont l'impression que c'est ça, quoi. En fait, il faudrait presque arriver à donner un autre scénario aux acteurs qui soit un scénario sans dialogue, quoi. C'est-à-dire en fait juste avec une redescription de toutes les scènes, mais pour ça, il faut du temps. Parce qu'en fait, sur un film comme celui-là, on ne peut pas se permettre en 30 jours de passer chaque fois 2 heures à table avec les acteurs pour écrire la scène, l'inventer, quoi. Donc on peut faire des modifications, mais elles peuvent pas être trop conséquentes. Plus à la marge. Plus à la marge, oui. Ouais. Voilà. Mais après, il y a plein de scènes que les acteurs... voilà, j'en disais le soir même, voilà, demain on travaille là-dessus, et puis en fait les acteurs modifiaient des choses dans les dialogues. Moi j'étais toujours très, très content quand ça se passait, quoi. J'ai toujours préféré ça. Et comment est-ce que vous avez abordé l'étape du montage qui peut être une réinvention ou au contraire un retour
au scénario C'est-à-dire que le montage, véritablement, je pense qu'il y a des... ça reste quand même une étape d'une deuxième écriture, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, encore une fois, il y a la part... Ou une troisième. Oui, alors après, le tournage, c'est un truc... Oui, c'est vrai, c'est une sorte de deuxième écriture, le tournage, mais le tournage, c'est presque plutôt la chasse aux papillons, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller choper des papillons, des éclats, des choses, et puis en fait, on les ramène, on les pose sur un tableau, et puis on commence à organiser les choses en disant, tiens, ce papillon-là, cette couleur-là est bien que celle-là, etc. Mais donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce premier travail d'écriture solitaire, en fait, ou en binôme, qui se fait, qui est le scénario. Le tournage, c'est quand même une expérience collective où il y a une part d'écriture, mais on est plutôt dans une phase d'action, quoi. C'est plutôt en fait faire apparaître ou bien attraper des choses au vol. Et puis le montage, c'est véritablement pour moi la deuxième phase d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où voilà, il y a une négociation qui doit se trouver entre, effectivement, encore une fois, une histoire qui doit se mettre en place avec des rebondissements, donc des passages obligés, parce que sinon on ne comprendra pas, en fait, très concrètement l'enquête. Et puis il y a une deuxième chose qui est une écriture, et là le montage a sans doute un rapport plus créatif à cet endroit-là pour le montage, c'est une écriture plus onirique, quoi, justement, plus sensible. Et je pense que cette écriture-là, elle existe dans le film, mais elle existe sans doute à partir d'un certain endroit du film, c'est-à-dire à partir du moment où je pense où on rentre dans la nuit, on peut dire. Donc le film démarre sur la nuit, d'ailleurs. Oui, le film démarre sur la nuit, c'est vrai, tout à fait, tu as raison. Et puis, comme une première accroche, et puis après, en fait, on a toute une phase de jour, en fait, et puis on bascule véritablement dans une très longue nuit, quoi, une sorte de longue nuit. Et à partir de ce moment-là, ce moment où il y a le conte qui est raconté, justement, à partir de... voilà, il y a toute une écriture plus sensible, en fait, qui est plus... une écriture de l'image. L'image, il y a aussi... la musique a un rôle très important, à la fois dans la narration, dans ce que vous faites au montage, et puis dans ces phases oniriques qui changent de rythme et qui changent de l'atmosphère... Oui, parce que la musique, si tu veux, la musique, en fait, véritablement, il y a une première accroche musicale dans la première scène du film. Et puis, en fait, on part dans quelque chose qui est assez sec pendant un long moment, quoi. Et puis, la musique intervient par une petite touche encore un petit peu plus tard dans le film, quand on est de la nuit, justement. Et puis après, en fait, la nuit d'après, enfin, c'est celle où il démarre véritablement en voiture. Là, en fait, on a de la musique presque jusqu'au bout, quoi. Donc, il y avait vraiment l'idée aussi que la musique accompagne, en fait, la dimension plus onirique du film. Donc, presque toute la deuxième partie du film, quoi. À la moitié du film, il y a vraiment de la musique tout le temps. Et ça, c'est un travail, effectivement, qui, avec le montage, va être très important, puisque Thomas Turin, qui a composé la bande-son, la bande originale plutôt, avait créé une trentaine de maquettes, je pense, avant le tournage. Moi, j'avais écouté pas mal de trucs, et puis après, au montage, on a commencé vraiment à placer, en fait, ces maquettes et à comprendre comment on pouvait trouver des temporalités qui s'écrivaient véritablement avec la musique, quoi. C'est-à-dire des scènes qui sont purement des scènes où l'image et la musique cohabitent de façon très organique, quoi. Et c'est des choses que je trouve absolument passionnantes, en fait, dans l'écriture, dans cette seconde phase d'écriture, le montage. C'est justement trouver ces alliances entre la musique, l'image, et comment le film se métamorphose grâce à notamment la musique. Et un rapport au montage qui n'est pas
n'est pas le même qu'avant. À quel moment du montage vous êtes sûr que le film a sa forme définitive? C'est très compliqué ça, je trouve que c'est très compliqué, parce qu'en fait il y a des... C'est très compliqué de savoir quand un film est véritablement fini, mais il y a un moment, j'ai l'impression que le film en fait trouve sa propre autonomie. C'est-à-dire qu'en fait quelque part... Et ça vous le voyez? À un Parce moment, que c'est d'autres personnes, vos producteurs, votre monteuse... C'est un dialogue évidemment, mais c'est un dialogue. Parfois il y a des avis contraires, donc effectivement parfois il y a les gens sont pas d'accord. Il y a effectivement beaucoup de gens qui viennent regarder les choses, mais quand même j'ai la sensation que qu'il y a un moment où le film devient comme une espèce de corps autonome et qui refuse ou qui accepte en fait encore des modifications, quoi. C'est comme si je trouve que ce serait comme de construire une maison et puis là de comprendre à un moment qu'en fait on pourra pas rajouter une fenêtre, sinon l'édifice sera plus équilibré, ou on pourra pas enlever un morceau du sol, sinon toute la maison va s'écrouler, quoi. Donc il y a un moment où véritablement on a quand même cette sensation que l'objet trouve son propre corps, quoi, son organicité, et qu'il dicte à un moment lui-même en fait ce qui convient d'y apporter ou pas, quoi. Et je pense que c'est pas une idée ésotérique, quoi. Je pense que vraiment c'est un truc qui est réel. Voilà. Après, il y aura toujours des gens pour dire. Ça me fait toujours un peu marrer quand les gens. Parfois, je dis des critiques où les gens disent bon, le film a 10 minutes de trop, ou, il aurait fallu couper 10 minutes du film, et je dis toujours oui, d'accord, mais alors où exactement? Parce que c'est vite dit. 10 minutes, c'est énorme en fait en réalité. Donc il y a des moments, moi je pourrais dire à quelqu'un, vas-y, mets-toi devant la table de montage et dis-moi où tu coupes précisément. Et parce que on n'est pas dans un rapport aux choses qui sont utilitaires, quoi. C'est-à-dire en fait c'est un rapport d'efficacité. Non, c'est pas un rapport d'efficacité. Et puis en plus, je pense que, en général, je crois que ça veut rien dire de dire qu'il y a 10 minutes de trop dans un film. C'est toujours très étrange de dire ça, parce que je me demande bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait en réalité, 10 minutes de trop? Où elle se situe ces 10 minutes? Mais je pense que c'est pas sans doute que parfois. Oui, peut-être le film impose une temporalité qui est relativement. Il impose des temps, quoi. C'est-à-dire que les choses ne sont pas effectivement très efficaces dans le film. Voilà, moi j'aime bien ça, mais je sens bien qu'effectivement parfois ça résiste, et qu'il y a des gens qui disent non, mais ça pourrait être plus nerveux. Bon, voilà, après attention, je peux très bien entendre ce type de critique, mais aussi je me méfie aussi de la volonté de vouloir travailler à une espèce d'ultra efficacité qui en fait nuirait en fait à tout ce qui fait l'intérêt, à mon sens, du film, qui se situe ailleurs que dans la question de la résolution de l'intrigue, par exemple, hein, parce que donc il faudrait 10 minutes de moins avant qu'on découvre que machin. Mais en fait, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est pas... Les digressions, pour moi, font partie du film. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait enlever le conte dans le conte, on pourrait... encore que... Je pense que scénaristiquement, on aurait peut-être un problème. Mais il y a des choses qui, à mon sens, participent, en fait, qui ne sont pas le squelette en fait du film, mais qui véritablement vont lui donner sa chair, quoi, et une âme aussi, ce qui est quand même important. C'est pas juste je veux dire, la question de l'objet scénaristique bien ficelé, en fait, m'intéresse jusqu'à un certain stade, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, on est un peu rentré dans une époque aussi où, et c'est un peu le problème des séries, je pense aussi, qui sont pensées tellement par des gens qui
ont des... par des poules de scénaristes qui sont... Mais c'est une fabrication industrielle, en fait. Oui, c'est une fabrication industrielle et où, en réalité... Américaine, d'ailleurs. Et américaine, d'ailleurs, oui, tout à fait. Et où, en réalité, qui ne fonctionne que sur des cliffhangers, des retournements, des trucs de petits malins, en fait, où on se dit, tiens, ah ouais, c'est trop bien pensé, cette chose-là qui a été placée au début, on la retrouve là, enfin, tout le personnage, enfin, des cliffhangers, des twists, tout ce qu'on peut imaginer, mais qui sont et qui sont effectivement très virtuoses, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours la question de la virtuosité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on voit ça, on se dit putain c'est bien pensé, etc. Mais en fait en réalité il nous en reste rien. C'est-à-dire qu'en fait qu'est-ce que je me rappelle moi de tous les cliffhangers de Game of Thrones, je me rappelle de rien. Vraiment on s'en souvient pas. Hein. Non, je m'en souviens pas du tout. Quand il y a une nouvelle saison qui arrive, la dernière saison a 1 an ou 2 ans. La plupart des séries, en fait, on va pas s'en souvenir. Hein. Ben non, pas trop. Les détails du scénario. Non, alors que moi, par contre, je me rappelle très bien des scènes qui ne servent à rien dans Twin Peaks, qui sont des scènes où ils vont boire un café, par exemple, tu vois. Et donc ça, non, mais tu vois, tout d'un coup, c'est ça qui fait le film. C'est ça qui fait la série. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qui servent à rien. Et ils sont pas utilitaires. Hein. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on est un peu rentré dans quelque chose de... J'ai l'impression, dans la plupart des produits, en fait, qui ne sont... on peut appeler ça des produits, même s'ils sont faits avec, encore une fois, virtuosité, hein, parce que moi, j'enlève pas les qualités qu'il y a dedans, mais dire juste que cette recherche d'efficacité fait souvent perdre quelque chose qui, à mon sens, est de l'ordre de... justement de l'inutile, quoi. C'est-à-dire en fait et l'inutile parfois c'est un peu ce qui est le plus essentiel, quoi. C'est-à-dire en fait en gros la digression, la pause, le temps mort, des choses qui vont à l'encontre en fait de tout ce qu'on vient de raconter là, quoi. Quels sont vos prochains chantiers cinématographiques, théâtraux? Est-ce que Netflix vous a enfin proposé une série? Ben non. J'en suis bien triste d'ailleurs. J'attendais avec impatience une proposition que je ne pourrais pas refuser, mais c'est pas encore arrivé. Non, en fait, écoute, là, moi, je viens de sortir d'un mois de répétition d'un spectacle de théâtre, donc où on fait une sorte de suite à Lucie perd son cheval, donc en spectacle. Donc, une sorte de prolongation du portrait de l'actrice, enfin du personnage de Lucie. Voilà, donc ça c'est un spectacle qui va sortir l'année prochaine. Et sinon, en fait, j'ai plusieurs, projets. Là, c'est toujours bizarre de dire j'ai des projets. Enfin, disons que des choses qui se, voilà, on va dire que je prépare des petites choses, quoi. Mais il y a par exemple, il y a un projet qu'on est en train de mettre en place, qu'on essaie de mettre en place, qui est alors là, je vais utiliser justement le langage des séries, mais on va faire un spin-off, comme on dit, avec les deux policiers, en théorie. Donc, c'est-à-dire qu'on aimerait, en fait... Le petit quinquin, en fait. Pour moi, c'est pas petit quinquin. Alors ça, c'est un truc qui me fait rire aussi, parce que souvent, on m'a dit beaucoup ça, le petit quinquin, mais... sur Rodolphe et Francis, mais pour moi le petit quinquin c'est pas une référence, mais j'ai bien aimé le petit quinquin, c'est pas ça, mais pour moi la vraie référence pour les deux flics c'est Dupont. Étant belge, c'est plutôt ça qui m'a... Tintin. C'est Tintin, oui. Mais donc là il y a l'idée, l'envie de faire une sorte d'épisode, enfin une sorte de film qui ne se concentre que sur ces deux policiers là, qui seraient après leur enquête ratée à Perpignan, qui serait envoyé en Alsace et qui ferait une petite enquête un peu parallèle, on va dire, et qui est une enquête qui ressemble justement un peu au Bijou de la Castafiore. Je ne sais pas si tu connais cette bande dessinée de Hergé, où il ne se passe pas grand-chose. Et ça m'intéresserait de faire un film justement où il ne se passe pas grand-chose. Et puis voilà, puis après il y a un autre projet que je commence un petit peu à réfléchir, qui est un projet un peu plus ambitieux, on va dire, mais en termes d'écriture et de dispositif, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Parce que c'est pas encore très... Enfin, ça se clarifie, mais là, si j'en parle maintenant, je vais raconter des bêtises, donc il vaut mieux pas. Et on en parlera la prochaine fois. Avec grand plaisir, évidemment. Merci à vous, Claude Schmitz.
d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux. À bientôt. Salut, à bientôt.